Rodolphe, tu as remarqué, se prépare. Rodolphe, tu as cliqué sur le lien, sur le petit bouton aller sur scène? On ne te voit pas encore. Gilles, c'est démarré. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par La Rochelle Technopole, mais celui-ci est encore plus particulier puisqu'il est co-organisé avec le SPN représenté aujourd'hui par Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Gilles, bonjour à tous, merci de nous permettre de co-organiser ce webinaire avec vous. Un grand plaisir, donc avec notamment l'égide French Tech Atlantic Valley. Pour ce nouveau webinaire, une formule un petit peu particulière puisque nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir et BPI et la région et la D2RT qui vont vous présenter donc les mesures spécifiques pour les startups et l'innovation générale. Et vous aurez le loisir de les interroger, alors soit comme d'habitude pour les habitués via le chat, et Alexis et moi-même relayerons les questions à nos intervenants. Alors, quelques questions après chacune des présentations, puis des questions, on y reviendra donc, à chacun des trois intervenants de manière collective en fin de webinaire. Voilà, donc on doit démarrer en principe avec Monsieur Rodolphe Vauzel, donc le délégué régional adjoint au ministère de la Recherche, qui a quelques soucis de connexion, il n'est toujours pas sur scène. Donc ce que je vous propose, on va faire comme un petit teasing. Je vais demander à Hilaire Fossé du service Startup de la région et à Michael de BPI France de vous dire en 30 secondes ce qu'ils vont vous présenter dans les minutes qui viennent. C'est à vous, messieurs. Bonjour, alors je démarre, Michael. Pardon, je te grille la priorité. Bonjour à toutes et tous, donc Hilaire Fossé, région. Donc moi je suis en charge du sujet startup, création d'entreprises innovantes au sein du pôle développement économique et environnemental. Et donc voilà, vous faire une présentation succincte, rapide, mais dans les grandes lignes des principales mesures d'urgence qui ont été adoptées vendredi dernier par le Conseil régional et qui s'adressent aux entreprises. Voilà. Et devrait me rejoindre si elle en a la capacité technique, ma collègue Anne-Cécile Petit, qui est directrice adjointe de la délégation numérique voilà, au sein du pôle développement économique. Okay. Pour ma part, bonjour à tous. Donc, Michael Cromier, je suis ingénieur d'affaires innovation pour BPI France. Également, dans les grandes lignes, je vais vous représenter, si ce n'est déjà fait, le prêt garanti État, mis en place par l'ensemble des partenaires bancaires et par BPI France. Je vais également vous présenter autour donc, de la garantie, le dispositif de garantie que BPI France met en place est toujours d'actualité, et puis les nouveaux dispositifs de BPI France Innovation sur les financements d'accompagnement, à la fois sur les préamorçages et à la fois sur les financements d'aide publique. Très bien, mais écoutez, je vois que Rodolphe a toujours du mal à nous rejoindre sur scène. Donc, ce que je vous propose… Peut-être qu'on peut expliquer le fonctionnement. Oui, tout à fait, merci Alexis. Donc, vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, une partie chat sur la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour poser vos questions au fil de l'eau, que nous relayerons, soit Alexis, soit moi-même à nos intervenants. Ça évite de les interrompre au cours de leur présentation, mais ça permettra bien sûr de leur poser toutes vos interrogations, puisque on est bien là pour ça. Donc, chaque présentation va durer environ 10 minutes ou un quart d'heure pour notamment le conseil régional qui a beaucoup de mesures à vous présenter. Et ensuite, après chaque intervention, à peu près 5 minutes de questions-réponses. Et à la fin de toutes les présentations, on aura plutôt un temps de environ 20 minutes pour poser vos questions et y répondre, bien sûr. Alors, comme M. Vauzel a un souci, je vous propose sûrement qu'on modifie l'ordre de passage et qu'on commence peut-être par BPI. Michael, est-ce que tu peux donc nous présenter donc, les mesures de BPI France? Tu peux manipuler l'écran, en principe, la présentation à ton aise. Pas de problème. C'est à toi. Ok, merci. Bon, dans cette période tumultueuse, c'est vrai que BPI France a, on va dire, vite engagé
plusieurs mesures d'accompagnement pour les entreprises, alors les entreprises dites classiques et puis pour les entreprises innovantes. Aujourd'hui, il y a un produit phare qui est sorti, et puis c'est un produit, on va dire, que je vais appeler massif. C'est le PGE, le prêt garanti État, qui peut aller qui peut garantir aujourd'hui les montants, c'est jusqu'à 300 milliards de crédits. Ce sont en fin de compte des prêts garantis État. Pourquoi on dit garantie État? C'est tout simplement que l'État va couvrir jusqu'à 90% des prêts accordés par la banque. Je précise bien, ces 300 milliards, c'est pas de la subvention, très clairement. Ce n'est pas du budget non plus État, ce sont des crédits accordés par les banques. C'est-à-dire que si la garantie fonctionne comment? C'est-à-dire que si l'entreprise, on va dire dans 2-3 ans, est dans l'incapacité de payer, c'est l'État qui couvrira, on va dire, la dette à 90% et 10% restant, c'est la banque. Calcul, on va dire, assez rapide. J'ai l'impression que ça progresse. Oui, calcul assez rapide qu'on peut émettre. Imaginons qu'il y a 100 milliards de crédits qui soient accordés pour traverser cette crise. Et c'est sur 100 milliards, on a un taux de paume de 10%, ça ferait 10 milliards de pertes. Sur ces 10 milliards de pertes, ça coûtera 9 milliards à l'État et 1 milliard aux banques. Voilà, c'est important de le préciser. Je disais que c'était un produit assez massif. Pourquoi c'est assez massif? Parce que c'est pour tout secteur d'activité. Les cas d'exclusion sont quand même relativement limités aujourd'hui. Ce qui est exclu, ce sont les SCI, les établissements de crédit. Il y a un débat autour des entreprises en difficulté, et puis s'il le faut, j'y reviendrai. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises en difficulté, c'était sur la notion un demi des fonds propres ne doit pas être inférieur au capital social plus prime d'émission. Aujourd'hui, dans ce PGE, on a quand même ouvert le champ sur le fait qu'on peut intégrer les comptes courants d'associés et les OC. Donc voilà, c'est un produit qui doit en tout cas bouger ou qui va peut-être bouger à nouveau. Comme je dis souvent, c'est un produit qui a été lancé directement. Pour vous imaginer un petit peu le topo, c'est comme si vous, une entreprise, vous lancez votre produit sans test utilisateur avant le lancement. Donc il y a encore des évolutions potentiellement à mettre en place pour éviter qu'il y ait, on va dire, entreprises qui ne peuvent pas accéder, on va dire, à ce prêt-là. Concernant ce prêt, 2 scénarios possibles. C'est de la dette, hein, donc c'est un prêt, donc naturellement, il faut le rembourser. 2 scénarios possibles. Premier scénario, vous le voyez comme un billet de trésorerie où vous le remboursez au bout d'un an. Deuxième scénario possible, vous lissez, vous amortissez votre prêt jusqu'à 5 ans. Voilà, c'est 2 scénarios probables à mettre en place. Donc, aucun remboursement, naturellement, sera exigé la première année. Pour vous donner quelques chiffres qui sont importants quand même, parce que je disais que le prêt était quand même massif. Aujourd'hui, concernant le PGE classique, alors il faut que je reprenne les chiffres, je crois que c'est 150 000 entreprises qui ont été accompagnées. Sur le PGE dit innovation, c'est 620 millions accordés pour 4 200 entreprises innovantes, pour un ticket moyen autour de 140 000 de PGE innovation. Ça vous donne un petit peu aujourd'hui l'étendue de ce prêt-là et puis de la bienveillance, je dirais, des banques aujourd'hui à accorder ce PGE. Le PGE, je disais qu'il y a un PGE classique et un PGE innovation. Le PGE classique, lui, c'est jusqu'à 25% du chiffre d'affaires et le PGE innovation, c'est jusqu'à 2 fois la masse salariale. Souvent, on demande, et je vois d'ailleurs qu'il y a une première question, sur le critère d'innovation concernant le PGE innovation. Aujourd'hui, il y a plusieurs critères pour arriver sur ce PGE innovation, pour solliciter ce PGE dit innovation, c'est-à-dire jusqu'à 2 fois la masse salariale. C'est d'abord, il y a une liste arrêtée par le ministère chargé de l'économie, une liste où essentiellement, je dirais essentiellement, ce sont des aides BPI France. Il faut que l'entreprise ait reçu des aides BPI France dans les 5 ans au préalable, où elle peut également avoir à ses côtés un fonds d'investissement qui investit au capital de la société, ou également elle peut être accompagnée par une structure d'accompagnement de l'innovation. Encore une fois, ce que je vous ai dit au préalable, tout ça doit évoluer et je l'espère évoluer dans le bon sens. Tout travail de BPI France, c'est d'ouvrir les portes pour qu'il y ait un maximum d'entreprises dites innovantes puissent rentrer dans ce cadre-là.
Michael, on te laisse poursuivre. Voilà, merci. Oui, merci. Concernant la garantie, je vous fais toujours un rappel de la garantie. C'est vrai que pourquoi BPI France est opérateur de cette garantie État? Tout simplement parce que le travail de la garantie, BPI France le faisait déjà avant la crise, va le faire encore après la crise. Donc c'est toujours important de rappeler que nous aussi, BPI France, pouvons accorder de la garantie sur des prêts bancaires. Alors, je vous ai donné une liste sur le diapo, vous pouvez voir une liste, on va dire, du taux de garantie sur lesquels BPI France peut intervenir. Sur l'innovation, notamment la quotité, c'est de 60%. Donc, c'est pas 90% comme le prêt garanti État, mais c'est 60%. Je rappelle cet élément de la garantie. Pourquoi je le rappelle également? C'est que durant la crise de 2008, c'était un produit, ou en tout cas, c'était un aspect public de BPI France qui était fortement mobilisé. Et je pense que demain, ça sera à nouveau fortement mobilisé. La gamme de l'innovation, c'est également un rappel important sur la gamme de l'innovation de BPI France. C'est toujours important cette gamme de l'innovation de BPI France. Pourquoi? Parce qu'on a un différé de 2 à 3 ans et pour les entreprises innovantes, ce différé est ultra important et va l'être encore plus pour traverser cette crise et puis même, je pense, derrière à la relance économique derrière. On a des prêts qui sont là pour accompagner les entreprises innovantes via des aides publiques, mais on a également des prêts amorçage qui sont là avec des différés de 3 ans. Ces prêts amorçage, on va dire, on a ouvert un peu le champ et les entreprises n'ont plus l'obligation d'avoir réalisé une levée de fonds. Ce cadre du prêt amorçage, on va dire, on le réserve essentiellement aux entreprises qui étaient en cours de levée de fonds et la levée de fonds s'est, on va dire, stoppée à cause tout simplement de cette crise et que parfois on a en face de nous des investisseurs qui préfèrent, on va dire, attendre la sortie de crise pour pouvoir mettre en place leur levée de fonds. Voilà pour mon intervention. Super, merci beaucoup Michael, c'était très bref, très concis. Donc on va passer à, je crois qu'il y a eu une ou deux questions sur le chat, Alexis. Oui, alors effectivement, Michael a commencé à répondre à la première question qui était de bien définir les projets qui étaient éligibles dans le cadre des aides innovation. Donc, tu as commencé à nous donner des pistes de réponse en nous citant les projets qui avaient déjà pu bénéficier d'aides BPI France Innovation dans les 5 dernières années ou d'aide par d'autres dispositifs de financement régionaux, par exemple. Est-ce que tu as des exemples peut-être pour illustrer alors oui, je vais reprendre un peu les termes et cette partie-là sur le caractère innovant et c'est souvent, on va dire, une question. C'est une question récurrente hors Covid. Oui, c'est une question récurrente. Alors, je précise le caractère innovant d'une entreprise. Si on prend la définition même, c'est, on va dire, produit ou service nouveau qui répond à un marché. On l'ouvre, on va dire, à la proposition de valeur apportée par une entreprise et au potentiel de développement. Ça, c'est la définition d'innovation, on va dire, au sens large. Définition d'innovation qui peut amener, on va dire, les entreprises à solliciter des aides à innovation. La question qui était posée et que j'ai pris dans ce sens-là sur la partie caractère innovant, c'est dans le cadre où une entreprise sollicite un PGE d'innovation. Encore une fois, la différence entre le PGE innovation et le PGE classique, c'est que le PGE innovation, on peut monter, on va dire, le montant du prêt jusqu'à 2 fois la masse salariale. Concrètement, aujourd'hui, c'est ça la différence entre le PGE innovation et le PGE classique. Le PGE classique, c'est jusqu'à 25% de la chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc, une entreprise, on va dire, qui est mature dans le temps et qui fait déjà du chiffre d'affaires, qui a déjà accès à son marché, va sûrement privilégier, on va dire, 25% du chiffre d'affaires. Une entreprise qui, on va dire, est plutôt sur une partie start de son entreprise, va privilégier là, pour le coup, le PGE innovation parce qu'on va se reposer sur la masse salariale. Donc là, c'est pour ça. Je distingue bien les aides à l'innovation classiques qui existaient au préalable et qui vont exister demain, de toutes les aides à l'innovation, et le PGE innovation qui est un cas particulier. Le PGE innovation, en effet, aujourd'hui, ce que je disais, c'est que tout le travail, c'est d'ouvrir un peu les portes de ce PGE pour qu'il y ait un maximum d'entreprises plutôt, on va dire, en phase d'amorçage, puissent y accéder. Aujourd'hui, il y a une liste qui a été arrêtée par le ministère de l'économie qui s'arrête en effet essentiellement, je dis bien essentiellement, à toutes les aides de BPI France qui ont été reçues dans les 5 dernières années. Pour des exemples, ça peut être la subvention, ça peut être
l'avance récupérable, le pré-innovation, les pré-amorçages de BPI France, tous les accès au concours de BPI France au niveau national. Il y a également donc le cofinancement avec la région Nouvelle-Aquitaine, mais la PTI en fin de compte fait partie également de ce dispositif, puisqu'on est en cofinancement avec la région Nouvelle-Aquitaine dessus. Donc voilà, c'est pour vous donner un exemple. Tout le travail également qui est mené, c'est d'ouvrir le champ. Pourquoi? Parce que les fonds d'investissement, c'est des fonds d'investissement spécifiques à l'innovation. On en a, on souhaite y intégrer de plus en plus. On souhaite intégrer également plus des dispositifs d'accompagnement. Aujourd'hui, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, on a notamment Upgrade qui est déjà dedans de la région de Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie des structures d'accompagnement qui permettent d'accéder aux critères d'éligibilité pour le PGE Innovation. On a Village Baïséa, on a l'incubateur de Poitiers. Très bien. L'objectif, c'est d'en ouvrir un peu plus. Merci, Mickaël. Donc, tu l'as précisé, mais on a une question, donc je pense que tu vas le confirmer très rapidement. C'est que maintenant, on peut intégrer les comptes courants d'associés et les OC dans les assiettes pour pouvoir calculer le PGE, le montant du PGE. Oui. Hein, donc ça, c'est pas le point de vue de. Oui, calcul pour obtenir un PGE, c'est le point de vue des banques. Non, c'est même pas le point de vue des BPI France ou des banques, c'est le point de vue, on va dire, même du ministère, globalement. Encore une fois, parce que du coup, la FAQ, le décisionnaire derrière, ce sont les banques et puis l'État. Nous, BPI France, nous sommes, on va dire, opérateurs de cette garantie. Il y a des FAQ, comme je disais au préalable durant mon introduction et la présentation. C'est vrai qu'on est dans un cadre, je prends l'exemple, c'est si vous, dirigeants, vous lancez un produit sans avoir testé le marché au préalable, vous avez des évolutions à faire au cours du temps. Je pense que le PGE, au niveau des statuts ED, va peut-être évoluer. Il faut être en tout cas attentif aux FAQ qui vont sortir et qui doivent sortir justement pour ouvrir le champ au niveau des statuts ED. Sur cette définition des comptes courants associés et des OC, c'est déjà valable et c'est déjà présent dans la FAQ qui aujourd'hui, on peut y accéder directement en ligne. Donc, réponse positive. On a deux questions juste sur. Je termine, excuse-moi Gilles, petite minute. On avait deux questions sur l'intégration des PGE dans les structures qui n'ont pas encore de salariés. Oui. Donc, pas de masse salariale. Oui, en effet, là, on est dans un cadre où. Ce serait du PGE classique, peut-être. Oui. Mais je dirais qu'en effet, sur les entreprises qui n'ont pas de masse salariale aujourd'hui et sur le fait que le PGE s'appuie sur la masse salariale, c'est plutôt délicat, quoi, pour solliciter un PGE. C'est pas sur le fait que ce soit éligible, pas de problème, on peut être éligible sans avoir salarié. Par contre, le montant sollicité, comme c'est jusqu'à 2 fois la masse salariale, bien sûr, s'il n'y a pas de masse salariale, du coup, le montant sollicité est vite limité, tout simplement. Très bien. On répondra à la question d'Alix juste après, et puis on va peut-être passer la parole à Rodolphe, il me semble. Oui, tout à fait. Bonjour Rodolphe Vauzel. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire. Désolé pour les petits problèmes techniques. Donc voilà, c'est donc à vous de présenter, 10 minutes de présentation. Vous avez la main pour passer les slides et ensuite on passera à 5 petites minutes de questions-réponses avant de passer à la présentation de la région, et en fin de webinaire, tout le monde pourra bien sûr à nouveau répondre aux questions. Merci. C'est à toi. Parfait. Bonjour à toutes et à tous, et puis désolé pour ce petit contretemps technique. Je suis en train de passer rapidement les slides que j'ai envoyés hier, et il semblerait qu'il manque la première partie qui porte sur le crédit impôt recherche. Alors, veuillez nous excuser pour cette petite omission. Peut-être que vous pouvez nous en parler et qu'on pourra le transmettre à l'issue de… Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, déjà en introduction, peut-être pour présenter la structure. Donc, la délégation régionale à la recherche et à la technologie, c'est un service déconcentré de l'État et en particulier du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, il y a une délégation régionale, évidemment, dans chaque région. Et cette délégation, elle est rattachée à la préfecture de région, donc je dirais le barycentre de la délégation est à Bordeaux. Néanmoins, il y a une antenne sur le territoire du Poitou-Charentes qui est à Poitiers. Donc moi, je suis délégué régional adjoint
donc à la recherche et à la technologie sur le site de Poitiers. Et j'ai un collègue sur le site de Limoges. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai un focus particulier sur le territoire du Poitou-Charentes. Et si vous avez des questions sur ce qui relève des outils que je vais vous présenter rapidement et sur d'autres, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc, dans les premiers slides que j'avais, en fait, l'objectif, c'était de présenter très rapidement un grand nombre de dispositifs de façon à ce que vous les ayez un petit peu en tête. Et je faisais un focus sur 3 en particulier. Un qui porte sur le crédit impôt recherche, un deuxième qui porte sur les jeunes entreprises innovantes en lien direct avec le crédit impôt recherche, et un troisième qui porte sur les thèses CIFRE, c'est-à-dire des conventions industrielles autour de la formation et de la recherche. Et donc ça, ce sont des outils, je dirais, récurrents, pas propres à la période difficile et particulière que l'on traverse, mais pour faire référence à des outils spécifiques associés à cette situation, eh bien, il y a des appels à projets qui sont vraiment orientés sur la thématique particulière du Covid, et je vous invite à aller sur le site du ministère pour voir ces différents appels à projets. J'en citerai un en particulier qui est organisé par l'Agence nationale de la recherche, qui est un appel à projet ANR Flash. L'objectif est d'avoir un dispositif très réactif pour contribuer à identifier et soutenir des projets autour de la question du Covid-19. Voilà. Donc, je reviens maintenant aux 3 outils, je dirais, récurrents. Le premier, donc le crédit impôt recherche. Alors, ça s'adresse à tout type de structure qui développe une activité de R&D, et je vais revenir à cette définition de l'activité de R&D au titre du CIR, pour donner quelques grands repères sur ce dispositif-là. C'est un dispositif qui représente à peu près 6 milliards d'euros par an, qui est donc attribué par l'État aux entreprises qui développent une activité de R&D. Donc, c'est un budget tout à fait considérable. Et pour donner encore une fois quelques grands repères, et si je simplifie en 3 groupes, d'un côté les grandes entreprises, à l'autre bout les PME, et au milieu les ETI. Sachez que les PME représentent à peu près 90% des bénéficiaires du crédit impôt recherche. Donc, les entreprises savent utiliser en général cet outil. Par contre, ce sont pour des montants évidemment plus faibles que les grands groupes. Donc, ce qui fait que 90% des PME, donc des bénéficiaires, bénéficient en termes de montant à peu près d'un tiers du budget global de CIR, ce qui représente quand même 2 milliards d'euros par an. Donc, les montants sont quand même tout à fait importants. Tous les secteurs sont représentés. Et on a souvent tendance, quand on parle de R&D ou d'innovation, à penser à l'innovation technologique. Mais sachez que les entreprises qui font de l'innovation sociale, voire sociétale, c'est-à-dire tout ce qui va relever de l'organisation, de l'innovation autour de l'organisation, du marketing ou d'autres dispositifs, eh bien, s'inscrivent complètement dans ce contexte-là. Alors, je pense qu'il y a un point qui est très important derrière ce crédit impôt recherche. On parle de recherche et de R&D, pour bien comprendre ce qui relève de la R&D, j'ai vu tout à l'heure dans la question une question posée autour de la R&D implicitement qui était plutôt attaquée sous l'angle de l'innovation. Je pense que là il y a un petit point, une petite précision à apporter sur R&D versus innovation, tout au moins vue de l'État. Puisqu'en fait, il existe 2 dispositifs, le crédit impôt recherche pour la R&D et le crédit impôt innovation pour l'innovation. Alors, pour essayer de préciser un petit peu ça, et pour schématiser, j'ai l'habitude de dire aux entreprises que la R&D, vraiment pour schématiser, se caractérise par la production de connaissances nouvelles.
Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Une entreprise a un projet global. À l'intérieur de ce projet global, il peut y avoir une brique qui fait l'objet d'un verrou particulier, c'est-à-dire pour lesquels il n'existe pas a priori de solution existante pour adresser ce verrou-là. Donc, si c'est le cas, et on va voir quel est le moyen d'en attester, eh bien, a priori, le fait de lever ce verrou caractérise une activité de R&D qui devient éligible au crédit impôt recherche. Alors, comment s'assurer qu'une technologie ou qu'un process ou qu'un algorithme ou qu'une méthode n'est pas disponible? Eh bien, ça repose sur la question de l'état de l'art, c'est-à-dire quel est l'état des connaissances pour résoudre ce problème particulier. Donc, ça veut dire que faire un état de l'art, c'est pas seulement un état, je dirais, technologique ou un état des produits existants, c'est vraiment regarder dans la littérature scientifique et technique s'il existe une réponse à cette question-là. Donc, ça veut dire que la question de l'état de l'art, c'est vraiment un point très important. Si effectivement il n'existe rien, eh bien, on entre dans une démarche scientifique, je dirais, assez classique, qui consiste à émettre une hypothèse, mettre en place un raisonnement qui permet de confirmer ou infirmer cette hypothèse. Voilà. Et si cette démarche scientifique est conduite jusqu'au bout, hypothèse, vérification, affirmation de l'hypothèse, résultat et ensuite production d'une méthode qui puisse être d'ailleurs reproductible, eh bien on est complètement dans la dynamique de la R&D et d'une R&D éligible au crédit impôt recherche. Et dans ce cas, eh bien cette aide fiscale permet d'avoir du crédit d'impôt. Et sachez que sur l'ensemble des dépenses qui sont présentées par les entreprises, plus de la moitié du crédit d'impôt porte sur des frais de personnel et des frais de fonctionnement pour accompagner la recherche. Lorsqu'il s'agit, et j'ai parlé de ça, c'est la R&D, lorsqu'il s'agit d'une activité plutôt d'innovation, eh bien, comment elle se caractérise? Là, on est plutôt vers un processus, je dirais, d'amélioration incrémentale d'une technologie existante ou d'un produit existant. Et cette incrémentation, cette optimisation de l'existant, là, s'inscrit dans le contexte du crédit impôt recherche. Et donc, c'est comme ça qu'on fait, dans ce contexte-là, la différence entre la recherche et l'innovation. Merci Rodolphe. Peut-être que vous pouvez maintenant nous présenter les dispositifs après ce rappel qui suscite effectivement des interrogations, en tout cas des remarques de la part des participants. Notamment Jean-Marc Guignard. J'ai parlé du premier dispositif qui est le crédit impôt recherche. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième dispositif, les jeunes entreprises innovantes, eh bien là, c'est pour des entreprises qui auraient moins de 8 ans d'existence et qui développent une activité de recherche reconnue selon la définition que j'ai évoquée en termes de crédit impôt recherche. Et vous pouvez voir ici sur cette diapositive les conditions à remplir pour pouvoir avoir le statut de jeune entreprise innovante, avoir moins de 8 ans, être une PME et que ce soit une entreprise à caractère nouveau et que au moins 15% des charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice soient de type R&D. Et donc dans ce cas-là, une entreprise qui répond à ces conditions peut demander le statut de GEI et bénéficier d'avantages fiscaux, tant sur l'impôt sur les sociétés que sur l'exonération des charges sociales. Donc, c'est une déclinaison pour les jeunes entreprises de la démarche de crédit impôt recherche. Troisième et dernier dispositif en 2 mots que je voulais évoquer, c'est les conventions, donc ce qu'on appelle les dispositifs CIFRE, donc convention industrielle de formation par la recherche. Eh bien là, tout simplement, c'est un dispositif qui propose le cofinancement de salaire d'un doctorant lorsqu'il est embarqué dans un projet de recherche entre une entreprise et un laboratoire de recherche, tout simplement pour développer de la recherche partenariale.
Alors là, encore une fois, ça recouvre absolument toutes les disciplines. Et l'objectif pour les entreprises, c'est de bénéficier d'une ressource humaine qui a un niveau au moins Bac+5 et de façon à pouvoir défricher, amorcer un problème, apporter une expertise et puis proposer des premières solutions qui pourront être directement valorisées par l'entreprise dans le cadre de leur activité. Donc, les atouts, vraiment par expérience, ce qu'attendent les entreprises des docteurs, des doctorants qu'elles recrutent, c'est une connaissance scientifique pointue, et puis, je dirais, c'est le recul qu'a acquis en principe à travers sa formation initiale la personne recrutée, et qu'elle continue évidemment à acquérir à travers ce binôme que constitue le laboratoire et l'entreprise. Donc derrière, je précise aussi que la personne recrutée, le doctorant recruté est salarié de l'entreprise et il est vraiment immergé autant dans l'entreprise que dans le laboratoire académique, et c'est vraiment sur un projet co-construit. Pour donner quelques chiffres, à peu près 1400 financements de thèses sont proposés dans le cadre de ce dispositif. Et comme je le disais, ça couvre absolument toutes les disciplines des sciences et techniques, je dirais plutôt liées à l'ingénierie, jusqu'aux aspects sciences humaines et sociales. Vous trouverez les chiffres dans les slides que je vous ai transmis. Et ce que vous pourrez aussi constater, c'est que je dirais les PME, encore une fois, se sont complètement appropriés cet outil-là. Et autant les PME que les grands groupes sont utilisateurs de cet outil. Mais sachez aussi que les collectivités territoriales et les associations peuvent aussi bénéficier de ce dispositif. Et là, vous voyez, dans les PME, je vous présente ce graphique qui montre que 40% des contrats CIFRE mis en place chaque année sont adressés à des PME vraiment de petits effectifs, puisque c'est inférieur à 10 personnes. Je terminerai par cette diapositive qui montre globalement le triptyque sur lequel reposent ces contrats industriels autour de la formation. C'est un projet co-construit entre un laboratoire et une structure socio-économique, puisque je rappelle, c'est une entreprise, mais ça peut être aussi une association ou une collectivité, et un doctorant. Et si on veut parler après budget associé, sachez que le salaire moyen, le coût moyen d'un doctorant en CIFRE, c'est 28 000 €, que la moitié est pris en charge par l'ANRT, qui est l'Association nationale pour la recherche et la technologie, on va dire l'État au sens large. Donc, il ne reste que la moitié du salaire à payer pour l'entreprise, et que, évidemment, sur cette moitié de salaire, le crédit impôt recherche peut être utilisé. C'est le premier dispositif dont je vous ai parlé. Voilà. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire sur ces dispositifs. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci beaucoup. On a retrouvé effectivement la présentation que tu nous as fait passer. Désolé pour ce bug technique donc le copier-coller de toutes ces présentations. Le PDF a été modifié, donc le document que vous pourrez récupérer pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sera intégral, donc avec bien le CIR et le C2I. On va prendre une ou deux questions, même s'il y en a certaines qui ont déjà été résolues par d'autres entrepreneurs sur le chat. Fabien. Tout à fait. Tout à fait. Merci Gilles. Effectivement, Rodolphe, quelques questions sur le statut J2I. Une première question à laquelle vous avez déjà répondu, qui était: est-ce qu'on peut solliciter le JEI pendant l'année 2 ou 3 d'exercice? Donc oui, je crois. Oui, la réponse est oui. Oui. Voilà. En fait, le statut de JEI est valable sur 8 ans, alors sur une durée maximum de 8 ans, évidemment. Voilà. Est-il possible de cumuler du CIR et du C2I sur un même projet? Alors, réponse oui. Je fais juste un tout petit bémol sur le même projet global. Ça veut dire qu'une entreprise a un projet global, elle va identifier
des éléments qui vont relever de la R&D au titre du CIR et d'autres objets dans ce projet global qui, eux, vont relever du C2I. Mais pour un Et même là, projet global, les deux dispositifs peuvent être mobilisés. merci. Et donc, sur deux projets différents, bien sûr, la réponse sera la même. Évidemment. Voilà. On a des entreprises qui présentent, des fois, pour des grosses entreprises, qui présentent une dizaine de projets. Et un mot aussi, pour s'assurer de l'éligibilité d'un projet au CIR, il y a la possibilité de déposer un rescrit CIR, c'est-à-dire l'entreprise dépose le projet qu'elle envisage, et dans ce cas-là, ce projet fait l'objet d'une expertise préalable. Si l'expertise donne un feu vert, ça veut dire que ça permet de sécuriser ce budget CIR vis-à-vis de l'entreprise. Donc, une dernière question. Est-ce que lorsqu'on passe du CIR au C2I, perd-on le statut JEI automatiquement? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Ce qui compte pour le statut JEI, c'est d'avoir pour chaque exercice, pendant la durée de validité du label, d'avoir pour chaque exercice une activité qui relève du CIR d'au moins 15% de l'ensemble des charges fiscalement déductibles. D'accord, merci. Et donc, vous êtes disponible au sein de la D2RT pour répondre aux questions des entreprises, même pendant cette période de confinement. Vous avez précisé le rescrit. Est-ce que même en amont du rescrit, des conversations ou des échanges par mail sont envisageables? Évidemment, et je le fais régulièrement. C'est bien pour ça que je donne à la fin de ma présentation à la fois mon mail et mon numéro de mobile pour être joint facilement. Voilà. Bien, écoutez, merci Rodolphe. De rien. Donc, encore une fois, la présentation sera désormais à jour pour que vous faites la télécharger. Merci beaucoup. On va donc passer à la présentation des aides régionales par Hilaire Fossé et Anne-Cécile Petit, que je remercie et qui nous rejoignent sur scène. Mesdames, c'est à vous. Je vais laisser la parole à Anne-Cécile pour démarrer. Oui, bonjour à tous. Donc, Anne-Cécile Petit, directrice adjointe à la délégation numérique. Je vais faire une courte introduction parce que je vais devoir vous quitter et laisser la main ensuite à Hilaire. Simplement, du coup, pour vous dire qu'en effet, la région est fortement mobilisée pour accompagner toutes les entreprises dans cette perte d'activité brutale, avec pour leitmotiv, en fait, un soutien à la trésorerie. Donc, il se trouve que vendredi de la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, le plan d'urgence de la région a été adopté en séance plénière particulière et a donc débloqué 73 millions d'euros pour les acteurs socio-économiques. Voilà, donc il se décompose comme on le voit sur cette slide. En fait, donc 20 millions d'euros est abondé par la région au Fonds de solidarité national dédié aux TPE, micro-entreprises, indépendants, professions libérales. En fait, à toute petite entreprise de moins de 10 salariés qui fait l'objet soit d'une fermeture administrative, soit d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Donc, avec un premier niveau de 1500 forfaitaires qui est géré directement par l'État et un deuxième niveau qui est instruit par les régions sous réserve d'avoir été éligible au premier niveau et qui peut être en fait entre 2000 et 5000 en vérité désormais en suivant le niveau de chiffre d'affaires. Puisqu'à vrai dire, là, les slides ne sont pas tout à fait à jour. Une nouvelle ordonnance est tombée dans la semaine. Qui nous permettrait de monter jusqu'à 5 000 euros sur le deuxième niveau. Je confirme, et effectivement, les dotations des régions à ce Fonds national de solidarité vont être doublées, puisque donc l'ensemble des régions vont augmenter leur contribution. La région Nouvelle-Aquitaine est sur le point de le faire, et on sera sans doute effectivement d'ici quelques jours à 93 millions d'euros et plus 73 millions d'euros au total. Exactement. Et ensuite, pour ce qui est donc ensuite, ce dispositif pour les TPE est complété par un fonds de prêt TPE en partenariat avec la Banque des Territoires, doté de 20 millions, TPE. Et donc toujours pour les moins de 10, là aussi pour couvrir les besoins de trésorerie à court terme, découlant en fait de l'impact de la crise sanitaire, après à 100%, de 12 millions d'euros de la région et 12 millions d'euros de la Banque des Territoires.
Et pour finir, il y a 20 millions d'euros de prêts aussi pour les TPE et les PME, par contre, sur un nombre de secteurs précis. Voilà, je vous laisse peut-être préciser, Hilaire. Du coup, dans les secteurs et la cible, peut-être par rapport aux startups. Donc l'ensemble, déjà effectivement, donc le document, vous pourrez le récupérer. Je viens de mettre également un lien dans le chat où vous pouvez feuilleter l'ensemble du plan d'urgence dans ces deux composantes, la partie effectivement la partie sanitaire et solidarité là, donc puisque la région a d'autres domaine d'action dans lequel elle agit là, dans la crise que le développement économique. Et on focus, nous, effectivement, là, avec Anne-Cécile, sur la partie développement économique ce matin. Vous avez un petit tableau là qui est sur le slide, page de droite, qui synthétise un petit peu les différents dispositifs, cette matrice avec la typologie de l'entreprise et puis les dispositifs qui peuvent être accessibles. Donc c'est assez, voilà, c'est l'avantage d'être assez effectivement clair et lisible. Donc au-delà du fonds de solidarité nationale, donc État-région que vient d'évoquer Anne-Cécile, donc qui est effectivement accessible assez largement, mais dès lors que l'entreprise fait du chiffre d'affaires, donc ce qui fait pour un certain nombre de jeunes entreprises innovantes / start-up et pas ne correspond pas. Donc elles ne peuvent malheureusement pas y accéder. Après, il y a les autres dispositifs spécifiques qui ont déjà été évoqués sur effectivement le remboursement anticipé du CIR ou ce genre de choses qui sont donc dédiés aux jeunes entreprises innovantes. Il y a deux dispositifs je dirais complémentaires là sur l'ensemble sur lequel il me paraît intéressant de faire un focus. C'est un fonds de prêt TPE-PME qui vous est présenté sur la gauche là, donc qui va se mettre en place. Alors va se mettre en place parce que les principes donc ont été adopté vendredi dernier par les élus là, régionaux. La mise en œuvre opérationnelle de ce fonds de prêt avec les banques de la place régionale va demander quelques semaines. Donc je pense que d'ici 15 jours, à peu près 3 semaines, on devrait avoir quelque chose d'opérationnel. L'objectif, c'est de pouvoir que la région contribue à accorder des prêts à 0%, sans garantie, sans sûreté, en complément de prêts bancaires de la place régionale. Et donc ces prêts sont destinés à venir, j'irais, absorber les déficits d'activité, la partie trésorerie, hein, liée au décalage de commercialisation, lié à un certain nombre de décalages d'industrialisation, à différentes problématiques qui sont issues de la crise et sur des montants de 10 à 300 000 euros, remboursables sur 7 ans avec un différé de remboursement de 2 ans. Donc on a 5 plus 2 et effectivement sans intérêt. Je répondrai aux questions tout à l'heure si effectivement il y en a sur ce sujet, mais c'est le dispositif qui est le moins en œuvre de manière opérationnellement. Et il y a un autre outil qui est le fonds de soutien d'urgence aux entreprises que vous trouvez sur la droite là, qui lui donc est un dispositif qui mixe à la fois des interventions soit en subvention, soit en prêt public. Pour des entreprises de 5 à 250 salariés qui œuvrent dans certains secteurs d'activité précis, donc qui sont listés là, qui sont des secteurs d'activité qui, d'un point de vue effectivement région, ont été jugés comme des secteurs fortement impactés par la crise. Tous les secteurs le sont, certains plus que d'autres, et surtout ce sont des secteurs qui, de par l'impact de la crise, pourrait avoir une retombée un petit peu plus systémique par rapport à l'économie régionale parce que ce sont des secteurs qui sont assez stratégiques pour la région. Et donc l'objectif, c'est, mais comme l'ensemble des dispositifs de la région, c'est de pouvoir
compléter la palette d'outils qui est déjà accessible au niveau national, que ce soit par les mesures mises en place par l'État et ou celles déléguées à BPI, sur des cas particuliers, des cas spécifiques au tissu régional, voire un petit peu des trous à la raquette qu'on a pu observer et sur lesquels on se dit qu'il y a un intérêt pour la région à pouvoir accompagner ces entreprises. Donc c'est le cas de ce fonds de soutien d'urgence aux entreprises, donc qui est un dispositif qui sur la partie des PME, des entreprises de 5 à 50 salariés, pourra venir compenser effectivement la perte et donc le trou de trésorerie jusqu'à un montant entre 10 000 et 100 000 euros, et sur les entreprises plus importantes de 50 à 250 salariés, sous la forme de prêts jusqu'à des montants de 500 000 euros de prêts. Voilà, sachant que il y avait un petit rappel dans la slide suivante sur le fonds de solidarité ta région, Anne-Cécile en a déjà dit un mot, et puis en plus effectivement la slide est plus complètement à jour depuis hier ou avant-hier. Donc ça, c'est la partie nouveau dispositif d'urgence, hein, donc qui viennent effectivement compléter déjà la palette d'outils de la région en faveur des entreprises, puisque les régions ont la compétence développement économique, et la région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, est une région qui est très active en faveur du soutien aux entreprises et à l'innovation, avec nos outils classiques d'aide qui vont continuer à être mis en œuvre, à être opérés. Donc ça, c'est important à souligner, c'est que pour les jeunes entreprises innovantes / start-up dont j'ai la charge, et puis les entreprises en général, la région va continuer effectivement à accompagner les entreprises classiquement sur leurs besoins effectivement en termes d'amorçage, développement, industrialisation, recrutement, internationalisation. L'objectif, c'est de ne pas travailler que sur l'urgence, mais d'accompagner l'urgence tout en s'assurant le moyen du rebond pour la sortie de crise. Donc ça, c'est un élément quand même effectivement important à souligner. La partie urgence ne se substitue pas à nos missions effectivement entre guillemets régaliennes pour les régions. Et il y a quand même effectivement un point important que j'ai souligné, c'est qu'au-delà de ces nouveaux dispositifs et de ces contributions financières, la région se donne aussi les moyens de pouvoir faciliter la mise en œuvre de décisions ultérieures, donc notamment des entreprises qui ont bénéficié d'aide dans le passé. Et donc, on a un certain nombre de mesures qui ont été actées pour en faciliter le décaissement. Et donc, toujours pareil, travailler sur la trésorerie des entreprises. Voilà, faciliter toute la partie décaissement, contractualisation avec les aides déjà votées ou celles qui sont à venir dans les mois qui viennent. Et puis un certain nombre aussi de dispositifs de soutien aux entrepreneurs avec une cellule d'écoute qui a été mise en place, où vous avez les coordonnées là pour pouvoir effectivement contacter. L'objectif, c'est de pouvoir rompre l'isolement de certains entrepreneurs face à cette situation de crise qu'ils ne sauraient pas aborder tout seul, au-delà des structures d'appui qui sont déjà présentes sur le territoire, comme les technopoles. On s'appuie en tout cas côté startup beaucoup sur effectivement le réseau des technopoles Nouvelle-Aquitaine pour être les relais en proximité auprès des entreprises. Mais voilà, certaines situations peuvent nécessiter auprès d'entrepreneurs des actions spécifiques. Voilà, travailler effectivement sur l'humain et sur l'accompagnement de la personne plutôt que de l'entreprise. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous présenter. Terminé, vous avez un numéro de téléphone qui est un point d'entrée pour la région, une adresse mail unique, point d'entrée également, et le site entreprise.nouvelle-aquitaine.fr où l'ensemble des mesures actualisées sont mises à jour au fil de l'eau et pour effectivement également qui, à travers ce site, vous permettre de pouvoir solliciter les différents dispositifs auxquels vous pourriez prétendre.
Merci Hilaire, merci à Anne-Cécile également pour son introduction et la présentation des premiers éléments concernant les dispositifs de la région. Et je crois que Gilles Et a pu quelques relever questions, quelques j'ai vu. questions. Ouais. Voilà. Il y a Fabien qui demandait d'où viennent ces fonds. Ce sont des fonds de la région. Donc, ce sont des fonds qui viennent du budget région et qui sont effectivement en complément de l'ensemble des autres dispositifs mis en place par l'État. Alors, parmi les questions, Hilaire, je vais essayer d'un petit peu Ouais. peut-être de les synthétiser, en tout cas certaines. Il y a beaucoup de questions sur le cumul. Est-ce qu'on peut cumuler des aides de la région avec le PGE Innovation, avec les aides aussi déployées sur certains territoires comme certaines agglomérations, par exemple? Est-ce que c'est Alors, cumulable? c'est complémentaire. Voilà, c'est complémentaire dans le sens effectivement où ça contribue à venir répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc, je me permets de jouer sur les mots, mais effectivement, j'aime pas le mot cumul, et c'est pour ça que j'utilise le terme de complémentarité. Donc oui, il est possible de mobiliser effectivement un soutien BPI à travers un PGE Innovation et un dispositif complémentaire d'urgence de la région et ou un dispositif je dirais conventionnel de la région en matière de soutien à l'innovation. Dès lors que ça va venir, ce collectif-là de mobilisation d'acteurs et d'outils va venir contribuer à financer le besoin et à consolider l'entreprise. Très bien. Autre question, on va dire spécifique un petit peu, c'est celle sur les initiatives. Est-ce qu'il y aura ou est-ce qu'il y a des dispositifs pour financer des initiatives destinées au rebond, notamment dans le secteur du tourisme? Il y a, on est effectivement, il est en train d'être identifié des secteurs d'activité sur lesquels il nous paraît opportun et il serait pertinent et nécessaire de pouvoir engager des actions effectivement de cette nature sur la partie rebond. Donc c'est effectivement une prise de conscience et là, l'état des lieux est en train de se faire et donc il y a une réflexion sur effectivement un certain nombre d'actions. On est au début puisque pour l'instant, on commence à aborder cette phase effectivement de projection sur le rebond. Pour l'instant, on est encore centré sur la partie urgence, aider à passer la crise. Mais oui, c'est des considérations qui sont aujourd'hui en cours d'étude. Super. Merci Hilaire pour cette partie vraiment région. On va passer aux questions qui sont parfois un peu plus transversales. Je vais demander à Michael de nous rejoindre, notamment puisqu'il y a une question sur les critères d'éligibilité. Est-ce qu'il va être désormais plus compliqué, plus dur d'être éligible à des aides spécifiques à l'innovation, type fonds d'amorçage, type bourse French Tech, du fait du Covid? Est-ce qu'il n'y a pas un petit transfert d'aide, enfin de fonds en tout cas, entre les aides à l'innovation qui ont été mises sur les fonds d'aide d'urgence? Voilà. Pour le cas de BPI France, la réponse, je pense, est assez simple, c'est non. Le budget qu'on avait au préalable, c'est un budget souvent annuel qu'on a à la fois sur les aides, on va dire, à l'innovation et puis sur la partie amorçage. On l'a, on va dire, chaque année et il est toujours valable. Voilà, il faut bien distinguer, en effet, cette notion de PGE, le prêt garanti État, versus la notion d'aide à l'innovation et de prêt amorçage. Une autre question pour Mickaël qui avait été posée au tout début de l'intervention, mais je pense que sa réponse va être assez facile. Est-il possible de cumuler une BFT, une bourse French Tech, avec un prêt d'amorçage dans le cadre de lancement d'une entreprise? Mais Oui. je crois que là, Oui, voilà. si, c'est totalement possible. Oui, c'est totalement possible. J'avais juste une autre question que j'avais remarqué d'Hubert. Alors, excusez-moi, il y a un bruit derrière. Concernant la masse salariale, c'est une question importante sur cette notion de masse salariale, un petit peu autour de ce PGE Innovation. En effet, ce qui est important de savoir, c'est que pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2019, on va prendre la moyenne mensuelle, on va dire, de la masse salariale et qu'on va multiplier par 24 pour déterminer, on va dire, le coefficient et le droit maximum de
crédit, ou en tout cas la capacité maximum de crédit à pouvoir solliciter. Et puis pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, là, en effet, ce sera sur N-1. Merci, Mickaël. Une question aussi excusez-moi, je viens de la perdre. Bon, je ne sais plus. Il y avait une question par rapport aux entreprises innovantes ou très jeunes entreprises innovantes qui n'ont pas de bilan et qui n'ont pas de masse salariale, où il y a juste les entrepreneurs. Sont-ils éligibles à un dispositif d'aide d'urgence, et si oui, lequel? Alors, notamment une entreprise qui aurait créé fin 2019 et qui, sur les premiers mois, n'a que des dépenses de R&D, on va dire, en tout cas de mise au point de projets, de produits. Bon, je réponds à la question au niveau du prêt garanti État, et puis je vais répondre d'abord tout simplement à quel besoin ça répond ce prêt garanti État. Faut revenir, on va dire, aux fondamentaux et aux besoins. Ce besoin répond, le prêt garanti État répond, on va dire, aux pertes d'exploitation des entreprises liées à la crise, liées à ce BFR, on va dire, exceptionnel, ou liées, on va dire, à des charges fixes et des charges structurelles qui sont, on va dire, qui sont donc fixes, et à l'inverse, on va dire, l'entreprise n'a pas de chiffre d'affaires, ou en tout cas ne peut pas réaliser de levée de fonds. C'est ça un petit peu le besoin, c'est vraiment lié, le PGE est lié, on va dire, est là pour répondre aux besoins de trésorerie ponctuels et exceptionnels liés à la crise du coronavirus. Ça, c'est un premier point. Pour revenir sur tout ce qui est notion, on va dire, besoins R&D fondamentaux, comme une entreprise va mener sa R&D classiquement, il existe les produits classiques d'aide à l'innovation, caractérisés soit par Bpifrance, soit, je pense, par la région Nouvelle-Aquitaine, mais Hilaire la confirmera s'il le faut. On a effectivement, je confirme sur des typologies, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a les dispositifs d'urgence qu'on vient d'évoquer là, mais il y a à côté l'ensemble des autres outils que l'on peut mobiliser pour accompagner des projets de jeunes entreprises innovantes. Aujourd'hui, comme on le faisait hier, dans des typologies, on a notamment un outil qui s'appelle le Pass Startup, qui consiste à accompagner des jeunes entreprises innovantes de moins d'1 an dans cette partie très early stage amorçage. Et donc, voilà, ces outils-là, aujourd'hui, ils sont toujours disponibles. Par rapport à des remarques qui ont été faites et évoquées, c'est la deuxième. Il y a toujours les budgets disponibles sur ces outils traditionnels et il ne s'agit pas effectivement d'une base communicante entre effectivement les fonds destinés à ces outils-là et le fonds d'urgence. C'est réellement effectivement des moyens supplémentaires que met en place la région face à la crise. Donc, ce n'est pas de la substitution. Merci, messieurs. J'ai une question peut-être pour nos trois intervenants qui n'a pas été posée sur le chat, mais dont on a connaissance, pour des entreprises, notamment relevant du secteur de la santé, qui étaient en plein développement de programmes R&D, qui aujourd'hui n'ont plus ou très peu accès, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés, accès à des locaux de R&D, encore une fois dans le domaine de la santé. Comment prendre en compte ces difficultés, puisqu'elles ont forcément un impact sur le timing et le programme de R&D qui était envisagé au départ? C'est un peu une question ouverte. Hein. Ouais, concernant ces décalages-là, nous, on va effectivement on va en tenir compte, on va les prendre en compte. Si effectivement la région a été mobilisée pour effectivement autour de ce programme pour l'entreprise lambda dont il est question, on va adapter la durée du programme, on va adapter effectivement, on est capable d'adapter également, d'ajuster l'avance qui a pu être perçue sur le soutien de la région à ce programme de R&D. Ça fait partie vraiment de l'ensemble des mesures de simplification et d'optimisation sur la partie exécution budgétaire des aides qui ont été adoptées.
Idem pour BPI France. Hein. C'est vrai que sur les entreprises qui ont, on va dire, un programme d'innovation sur lequel BPI France a pu l'accompagner via des aides à l'innovation, on l'adaptera naturellement. Voilà. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Oui, je ferai la même réponse. Je pense que c'est vraiment du cas par cas, quoi, tout simplement. Mais avec évidemment cette volonté d'aider dans tous les cas de figure, la réponse pourra être adaptée au cas par cas. Une question peut-être. Oui, pardon, vas-y. Hilaire. Non, je voyais qu'il y avait une question, effectivement, Jérôme Bessot, pardon, j'ai peut-être écorché le nom, le ratio entre fonds de prêt et prêts bancaires de 1 pour 4, là, pour la région. Je sais pas si c'est cette question-là. Donc ça, c'est effectivement sur le fonds de prêt TPE-PME. Je vais préciser, pour 10 000 de prêts région sur ce dispositif TPE-PME, l'objectif, c'est de pouvoir effectivement avoir un effet de levier sur 40 000 euros de prêts bancaires à côté. Donc en gros, c'est de pouvoir effectivement réunir un montant de ressources de 50 000 euros avec une ventilation de 10 000 euros de prêts région et 40 000 euros de prêts bancaires, une ou plusieurs banques. Je sais pas si ça répond à la question. Pardon, Alexis. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est apparue entre-temps et qui relève du même sujet. Va-t-il être possible de réévaluer les aides qui avaient été planifiées, octroyées, c'est peut-être votées au regard de la crise? Alors, d'un point de vue région, réévaluer dans le sens augmenter le montant, je pense, à la hausse. Oui, j'imagine que c'est ce que ça veut dire. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Non, l'aide votée, elle sera effectivement une aide votée, elle restera sur les bases sur lesquelles elle a été votée par rapport à un montant d'aide sur une assiette de dépenses. Par contre, ce qu'on va pouvoir ajuster, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est effectivement les modalités d'exécution derrière de l'aide, mais il n'y aura pas d'ajustement d'aide votée. Par contre, il peut y avoir la mobilisation, et ça, je reviens sur la notion de complémentarité de tout à l'heure, il pourra y avoir effectivement la mobilisation d'outils spécifiques d'urgence pour si le cas le nécessite. Donc tu précises bien, il faut peut-être le rappeler et l'affirmer, c'est que les aides qui ont été attribuées seront bien versées dans le cadre des preuves et des justificatifs relatifs à la convention déjà signée. Avec effectivement des ajustements à la convention, des ajustements par rapport aux modalités qui figurent dans les conventions. Il y a aujourd'hui toute une série d'ajustements possibles qui nous sont laissés à notre appréciation et qu'on va pouvoir effectivement décliner et mettre en œuvre entreprise par entreprise. Sur le délai, les pourcentages d'avance, les pièces justificatives, voilà. On a vraiment effectivement et de faciliter aussi toute la mise en œuvre avec des processus de contractualisation de ces modifications assez souples. Mais toujours sur les mêmes assiettes de dépenses planifiées. Oui. Merci. Pour rebondir sur la question d'Alexandre, je ne sais pas si vous la voyez sur le chat, Alexandre Augmont, on est bien d'accord finalement que à chaque difficulté correspond en principe une réponse, à savoir ne pas utiliser des fonds, je fais un peu la réponse, ne pas utiliser des fonds destinés à un programme de R&D pour combler un trou de trésorerie lié à une perte de chiffre d'affaires liée directement à la crise sanitaire actuelle. Alors donc là effectivement oui, on est, j'adhère à 300%. Donc ça c'est effectivement une vigilance, c'est de ne pas avoir effectivement ce risque-là et qui conduirait à ne pas pouvoir réaliser le projet dans sa globalité, dans le timing escompté, et de se retrouver dans une impasse effectivement d'ici quelques mois qui sera encore plus difficile à résoudre. Donc il vaut mieux effectivement chercher à résoudre là les difficultés de trésorerie en mobilisant l'ensemble des outils qui sont des dispositifs qui sont accessibles en complément du soutien qui a pu être apporté historiquement par BPI ou la région sur un programme d'innovation. Tout à fait.
Une question peut-être, Hilaire, pour toi. On a vu donc certains territoires créer des prêts soutien Covid, donc des prêts d'honneur à taux zéro, sans garantie. Est-ce que ces prêts sont donc complémentaires aux prêts régionaux? Oui, 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 oui. De toute façon, l'ensemble la région, dans la délibération qui a été prise effectivement vendredi, la région a autorisé les EPCI, donc effectivement les échelons intermédiaires au niveau régional qui ont la compétence économique, à pouvoir engager des dispositifs de cette nature-là et voilà, en confirmant qu'ils viendraient effectivement, ils pourraient être mobilisés de manière complémentaire au dispositif de soutien de la région. Dès lors, Merci. effectivement, et si à un moment donné ces dispositifs sont suffisants et pour combler le besoin, l'analyse, elle va être là, elle va être effectivement sur l'analyse du besoin de chacune des entreprises. On n'a jamais été à la région dans une philosophie d'aide de droit avec effectivement entre guillemets un droit de tirage. On l'est encore moins dans la situation actuelle. On a toujours effectivement été dans cette analyse, effectivement, opportunité de contribuer à un besoin de l'entreprise. On est toujours dans cette démarche-là. Merci, Hilaire. Et peut-être une question plus ouverte adressée à tous les trois sur le fonctionnement et les relations avec les banques. Donc une question sur la facturation de frais dans le cadre de mise en œuvre de PGE. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous avez des points de vue? Moi, j'ai entendu parler également d'une entreprise qui s'était vue refuser un PGE pour des fonds propres négatifs en 2018. Donc, des interrogations sur l'analyse de certaines cellules de banque. Oui, bon, pour la notion au niveau des frais, on va dire chaque banque, on a vu, s'est engagée moralement à ne pas faire de marge déjà sur ce prêt garanti État. Cependant, il y a des commissions, des commissions de garantie qui sont prises sur ce PGE. Donc voilà, je connais pas la nature, on va dire, le niveau de facturation qui a été émis. Mais le taux global qui prend, on est autour de 0,25, 0,30. Donc voilà, c'est au cas par cas, mais pour moi, en tout cas, oui, il y a des commissions de garantie qui sont prises dessus. Et concernant la deuxième question, en fin de compte, sur les fonds propres négatifs, pour revenir à ta question, on est sur des fonds propres négatifs, ça revient en fin de compte à cette définition que je disais au préalable. Alors, sur une entreprise de plus de 3 ans, avec des fonds propres négatifs, où là on est dans le statut 2D, et même si on rajoute, on va dire, des comptes courants d'associés et les OC, on est quand même en fonds propres négatifs. Bah justement, on est dans cette on va dire, tranche d'entreprise où aujourd'hui la réponse est en tout cas est pas totalement ouverte. Tout l'objet, c'est d'ouvrir un peu plus le champ. Ce qu'on peut peut-être préciser, Michael, c'est que dans le cadre de relations conflictuelles ou d'interrogations avec sa banque, il y a donc des recours et des moyens de trancher. Et je crois que les banques de France, les banques de France et les cellules territoriales des banques de France sont là pour ça. Exactement, exactement. Il faut voilà, lorsque le sujet est en effet complètement fermé et qu'il n'y a pas lieu d'être à ce refus, en effet, pour toutes les entreprises, il est possible de se tourner vers la médiation du crédit et vers la Banque de France, en effet. Je pointe justement un point important sur les prêts et toute cette notion, on va dire, d'accompagnement possible. Ça reste des prêts. C'est toujours important de dire. Et donc, du coup, comme ça reste des prêts, ça reste, on va dire, à rembourser. Tout l'intérêt, on va dire, d'une entreprise, c'est de bien calibrer le besoin, ni plus ni moins, pour traverser, on va dire, ce tunnel et puis ce désert. On fait beaucoup d'analogies de désert ou de tunnel. Tout l'intérêt, en effet, c'est de traverser tout ça, mais en même temps de se garder, on va dire, une pérennité derrière pour l'entreprise. Pérennité pour l'entreprise, bien entendu, et en même temps ne pas sursolliciter les dispositifs, puisqu'on doit avoir une logique de solidarité. Plus on consomme de dispositifs, moins ces dispositifs sont disponibles, plus ça coûte à l'État, plus l'État ne pourra pas investir. Bon, on connaît le chemin. Hein.
J'aurais une question qui n'a pas été encore posée sur le chat et on reviendra après sur les questions du chat, peut-être, notamment Monsieur Vauzel. On entend dire que les déblocages ou les versements de CIR, C2I sont facilités et accélérés. Est-ce que vous avez des informations à nous fournir là-dessus? Oui, alors en fait, bon déjà il y a deux cas de figure. Pour les GEI, de toute façon, il y a la créance de CIR est versée de toute façon très rapidement. C'est toujours le cas et donc ça l'est encore plus maintenant. Et en ce qui concerne le CIR qui est déposé, ce qui est fait, c'est que toutes les procédures de contrôle pour l'instant étant suspendues, ça veut dire qu'il y a une attribution par défaut du crédit impôt recherche qui est considérée, évidemment, sous réserve ensuite d'une vérification possible. Mais ça veut dire que là, les feux sont verts, si je puis dire, par défaut. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une accélération importante du versement du CIR. Merci Rodolphe. On avait aussi des questions concernant les aides au soutien à l'innovation et la confiance des organismes financeurs de Sophie Lamy. Alors peut-être que je la retranscris mal. Est-ce que les aides sollicitées peuvent être refusées sur le fond de l'activité à soutenir dans son innovation en termes de confiance par les organismes financeurs? Je dirais que... Pardon, vas-y, Michael. Non, je te laisse parce que j'ai pas trop compris la question pour le coup. Ouais, moi je sais pas, je l'analyse un petit peu. Alors, pareil, j'ai ambiguïté dans la manière d'interpréter la question, mais je l'analyse un petit peu dans le sens de ma remarque tout à l'heure, c'est-à-dire que concernant la région, nécessairement, il y a toujours eu et il va y avoir effectivement même dans cette période-là une analyse d'opportunité, mais pas au sens opportuniste du terme, mais au sens effectivement noble du terme, de mobilisation de ces dispositifs de soutien sur effectivement donc le besoin spécifiquement lié à la crise et issu de la situation et de donc inhérent à la crise, et donc effectivement qui est un besoin qui doit être conjoncturel, qui ne doit pas être effectivement dispositif. Ils ne sont pas là pour financer des difficultés structurelles inhérentes à certains projets par rapport effectivement à leur qui peut s'expliquer par différentes raisons, mais dont on peut déjà avoir connaissance et historiquement. Et donc l'objectif, c'est pas la philosophie de ces dispositifs-là. Donc on est vraiment sur du conjoncturel, spécifiquement lié à la crise. Je ne sais pas si ça peut apporter un élément de réponse. Je l'espère. Mais écoutez, est-ce qu'on prend encore une question ou est-ce qu'on clôt ce webinaire? De manière globale, on peut dire, messieurs, que vous êtes tous les trois, ainsi que vos équipes et vos collègues, vos structures, vous êtes disponibles pour les entreprises, peut-être maintenant plus que jamais, ou en tout cas autant que d'habitude, et que les délais sont maintenus et raisonnables, en tout cas par rapport au contexte actuel. On s'efforce effectivement d'être aussi disponible que par le passé. Effectivement, Alexis, on s'efforce de effectivement maintenir nos délais. Autant faire se peut, effectivement, non pas en mode dégradé par rapport effectivement au processus qui était déjà inhérent à la région. Après, sur les dispositifs d'urgence et spécifiquement sur ces dispositifs d'urgence, il y a eu des modalités de décision qui sont assouplies, puisque donc il y a une ordonnance. Une des premières ordonnances qui a été prise dans le Conseil des ministres effectivement au début de la crise, qui autorise les présidents de région
à pouvoir engager la décision de la collectivité sans réunir les commissions rassemblant les différents élus qui siègent notamment en commission permanente. Donc ça nous permet effectivement d'accélérer les processus de décision sur les aides d'urgence inférieures à un montant de 200 000 €. Donc, ce qui va représenter quand même, je pense, un volume de soutien. Voilà, donc ça va accélérer le processus. Après, c'est pas pour l'ensemble des dispositifs. Donc après, on est toujours dans nos processus de décision en commission permanente avec des calendriers qui n'ont pas bougé, qui ne se sont pas rallongés par rapport effectivement à ceux initialement, à ceux qu'on a d'habitude. Très bien, écoutez, je vous remercie Hilaire, Michael, Rodolphe, Anne-Cécile qui nous a quittés tout à l'heure. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, pour votre disponibilité. Parce qu'on le rappelle, vous êtes très disponibles, tout comme la Technopole de La Rochelle, le SPN et vos interlocuteurs de proximité. Pour faire des demandes d'aide, il faut d'abord savoir effectivement de quoi on a besoin pour répondre à quels besoins. Donc, analyser sa situation, on peut vous aider à prendre du recul et à avoir cette analyse indispensable avant de solliciter une aide quelconque, de quel est réellement votre besoin et l'estimer aussi en termes de montant. Ça évitera de faire perdre du temps et surtout de ne pas solliciter le bon dispositif si besoin. Donc, merci beaucoup, messieurs. Ce webinaire est disponible. Merci, Gilles. Juste rappeler également, Gilles, si tu me le permets, que Fabien Auda, qui ne pouvait pas animer ce webinaire ce matin et qui est le community lead de la French Tech Atlantic Valley, se tient bien entendu à la disposition des startups et des entreprises du territoire pour être le relais French Tech Bordeaux ou French Tech National si c'est nécessaire, bien entendu. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Merci encore. Et puis la semaine prochaine, les programmes de webinaires, les webinaires continuent avec un programme déjà établi que vous retrouverez sur le site de La Rochelle Technopole, à savoir éclairer sa vision en période de crise, un webinaire sur la cybersécurité, comment anticiper les risques du déconfinement, un webinaire sur l'étude de marché. Et puis, vendredi prochain à 11h, un webinaire un petit peu comme aujourd'hui, le même format, avec beaucoup de questions-réponses sur les aides de l'État, puisque nous aurons le plaisir d'avoir Madame Camille Clé de la Banque de France de La Rochelle, de la Charente-Maritime. Nous aurons la DGFIP et nous aurons en direct avec Monsieur Adolphe, qui seront là donc, pour répondre à vos questions de manière très pratique. Merci encore, messieurs. Merci à tous de votre participation. Merci au SPN pour avoir co-organisé avec nous donc, ce webinaire. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci Merci à tout le monde. Et effectivement, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.